Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention, naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. Aujourd'hui, je vous emmène sous le soleil du Lot, à côté de Figeac, pour un entretien avec Jean-Philippe de la Monica. Jean-Philippe est naturopathe depuis plus de 25 ans et créateur de l'écolieu Les Jardins d'Anaël, et avec lui, on va parler de l'histoire et de l'esprit de la naturopathie, de son écolieu, de la nature, de toilettes sèches et de plein d'autres choses. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais je l'ai trouvé assez passionnant, donc j'espère qu'il vous plaira et nourrira votre réflexion. Salut Jean-Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Anthony, très bien, merveilleusement bien et toi? Eh ben ça va, merci. Donc merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast La Santé par Nature. Alors nous on s'est connus à l'école de naturopathie ISUPNAT où je t'ai eu comme enseignant puisque tu y donnes des cours. En l'occurrence c'était la formation sur la gémologie, c'est-à-dire l'utilisation des bourgeons pour l'entretien de la santé. Et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir venir faire un stage de perfectionnement en réflexologie plantaire dans ton écolieu dans le Lot. Et d'ailleurs, c'était pas qu'un stage de réflexologie, mais également une occasion de me ressourcer au contact de la nature. Bon, on va parler de tout ça plus longuement. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours? Oui, donc je m'appelle Jean-Philippe de la Monica, j'ai bientôt 50 ans. Ok. Mon parcours, eh bien, en fait, je suis issu d'une famille où j'ai grandi dans dans une ambiance naturo-hygiéniste sans m'en rendre compte. Et puis après, grandissant, j'ai oublié tout ça, mais vraiment, vraiment oublié. J'ai eu un parcours, j'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne, dans le 91, à Brunoy, plus exactement, dans le sud-est de l'Essonne. Toujours un gros contact avec la nature, beaucoup de temps en forêt. La forêt a toujours une place importante dans ma vie. Et puis à l'âge de 20 ans, suite à, comment dire, à des pérénigrations, c'est ça qu'on dit? Euh, Ouais, ça doit être ça. j'ai eu un appel intérieur d'un retour aux sources, un appel à une reconnexion. Et donc du jour au lendemain, j'ai renoué avec ces racines hygiénistes. Donc j'ai changé radicalement d'hygiène de vie, mais sans avoir vu personne, juste en lisant des livres. Et donc, je suis devenu végétarien, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, et j'ai commencé à me poser des questions qu'aujourd'hui on pourrait qualifier d'existentielles, de métaphysiques, sur le sens de ma vie, sur le sens de la vie tout court, sur le sens du rôle de l'homme sur Terre. Mhm. Étant donné que je m'interrogeais beaucoup depuis toujours sur la notion de croissance. Je me demandais comment une croissance c'est limité, parce que on est quand même dans une société où c'est le mythe de la croissance qui est là qui est dominant, comment une croissance illimitée pouvait être possible dans un monde matériel fini, limité. Et j'ai commencé à trouver une ébauche de réponses à travers la naturopathie, une proposition de vivre différemment. Et donc, je me suis lancé avec une foi inébranlable, bien que venant de très loin, étant dans d'autres univers, dans des études en naturopathie en 1995. Et depuis, je dirais que je n'ai pas cessé d'avancer, de chercher, de cheminer, de continuer le chemin, ce qui m'a amené aujourd'hui dans le Lot. Et tu vois, ce matin, avant qu'on s'appelle, j'étais en train de m'occuper de mes serres, de regarder les semis que j'allais pouvoir replanter, etc. Voilà. Ok, d'accord. Bon, on va reparler de ton écolieu. Pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, comment est-ce que tu définirais la naturopathie et quel est son intérêt en termes de prévention des dysfonctionnements de l'organisme? Alors, là, c'est une question qui est à la fois simple et complexe, parce que tu vois, la définition que j'ai de la naturopathie, elle évolue forcément avec le temps et avec le chemin. Ouais. Donc, il y a plusieurs définitions. Il y a des définitions, on va dire, académiques. Et puis, il y a derrière ces définitions académiques d'autres définitions, plutôt d'autres approches. Et j'aime bien, toujours dans cette démarche de remonter aux sources, chercher à remonter dans la genèse de ce qui a amené en fait le fondateur de la naturopathie en France. Parce que la naturopathie française a quelque chose de particulier. Déjà, il faut savoir que sous le même terme naturopathie, on regroupe plusieurs courants. C'est un peu comme un arc-en-ciel. Mhm.
Donc, il n'y a pas une naturo, mais il y a des naturaux qui vont d'approche paramédicalisante. On va chercher à lutter contre des symptômes par des moyens naturels. On va faire un petit peu d'approche de terrain, mais globalement, on est quand même plus dans une forme de médecine verte. Mhm. Là, c'est toute la branche qui cherche tu vois, à être dans la médecine intégrative, à se fusionner en fait au système de santé. Pourquoi pas? Sauf que c'est pas le sens originel du fondateur de la naturo. Et je crois que je t'en ai jamais parlé de comment Pierre-Valentin Marchesso avait découvert, avait créé la naturo. Non, non, vas-y, je t'écoute. Alors, pour remettre dans son contexte, on est en 1930. Pierre-Valentin Marchesso a 20 ans et il vient d'avoir le décès de son petit frère de 2 ans moins que lui. Ils étaient très proches tous les deux. Il était déjà sensibilisé à la culture physique, tu vois, la philosophie, quelques courants hygiénistes. Tu peux rappeler vite fait qui c'était, Pierre-Valentin Marchesso? Bien C'était sûr, un biologiste, c'est ça? il était alors Pierre-Valentin Marchesso, il est né en 1910. Des études de biologie, des études de français, de philosophie. C'était une époque où en fait, souvent les gars suivaient plusieurs cursus à la fois. Et donc, suite à cet événement qu'il a vécu donc en 1930, il décide on peut dire, de s'exiler d'une certaine manière aux États-Unis. Il en a entendu parler d'un hygiéniste qui est un hygiéniste américain qui est en Californie. Alors, 1930, je pense qu'il n'y a pas encore d'avion, hein, il n'y a pas encore de long courrier qui relie la Californie. J'imagine que c'est en bateau qu'il est allé là-bas. Il y a des Et, chances, ouais. et là, en fait, il va s'installer, il va vivre, tout en donnant des cours de français du côté de Los Angeles. Il va vivre une expérience extraordinaire qui va complètement modifier sa vie et qui va l'inviter à créer, après conceptualiser la naturopathie. C'est-à-dire qu'il a d'abord vécu une expérience pendant près de 6 mois dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un vaste écolieu de près de 300 hectares, hein, avec des vergers, avec du maraîcher, avec des cours d'eau dessus, avec un climat, ben, tu vois, un climat en Californie, il fait toujours beau là-bas. Mhm. Donc un climat idéal. Et en fait, le concept, c'est que des gens venaient de partout des États-Unis. Donc on est encore, il faut remettre les choses dans leur contexte, on est en 1930, hein, donc il n'y a pas Internet, etc. Voilà, et des gens arrivent de partout des États-Unis pour venir se soigner. Sauf que quand ils arrivent là-bas, l'hygiéniste leur dit non, non, je ne veux pas savoir quel est votre nom de votre maladie, ça ne m'intéresse pas votre maladie. Seule chose que je vous demande, ça va être de vivre d'une certaine manière, et en particulier, vous n'allez manger que ce qui pousse, que ce que vous pouvez cueillir sur ce terrain. Et puis le matin, vous allez faire des exercices physiques, des exercices respiratoires, vous allez vous exposer au soleil, le soleil du matin pendant quelques heures. Euh, et puis vous allez prendre des bains froids dans la rivière. Et puis, comme ça. Et puis les gens venaient comme ça en cure de 3 semaines. Et puis ben, Pierre, il voyait que leur santé s'améliorait, que certaines personnes repartaient guéries, ils n'avaient plus de problèmes de santé. Et dans tous les cas, il y avait toujours des améliorations. Si ça avait tenu qu'à lui, il serait resté le restant de ses jours là-bas. Sauf qu'il a été rappelé en France par sa mère et là donc un long travail a commencé pour lui, de près de 5 ans. Quand on regarde sur les petits livrets, les cours de Marchesso, il dit bien qu'il a synthétisé ça en 1935. Et donc pendant 4 ans, si tu veux, il va bosser, il va étudier, il va lire, il va approfondir l'intuition qu'il a eue, ce qu'il a pu observer quand il était là-bas, dans ce vaste écolieu en Californie. Donc, si on part vraiment des racines de la naturo, on voit que c'est une expérience vécue d'un mode de vie en pleine nature, reconnecté aux différentes sources de vie, et qu'après, il a intellectualisé. Donc, en fait, de ce point de vue-là, la naturopathie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un mode d'emploi de l'homme sur la vie sur Terre qui a cherché à intégrer un maximum de paramètres, de dire, voilà, en fait, si on fait ça, 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 si on vit de telle manière, ben, on a plus de probabilité déjà de vivre de manière plus harmonieuse, donc c'est quand même beaucoup plus cool que de vivre stressé, et puis de rester en bonne santé. Mhm. Ok. Et Ça oui, serait moi, ma définition. Pour te répondre plus synthétiquement, je dirais que c'est une reconnexion, c'est un chemin qui nous invite à une réflexion profonde sur la vie. Ça, pour moi, c'est une pierre angulaire. C'est-à-dire que sans cette réflexion, on est dans de la technique dénuée de sens. On peut rester dans la logique de la performance, de la consommation. Donc, c'est un chemin une réflexion philosophique visant à nous reconnecter à la nature, à notre nature, au respect de la vie. Euh, et à donner un autre sens à notre vie que celui de travailler, gagner de l'argent, consommer.
Mm. J'aime bien l'idée de mode d'emploi de l'être humain. Pour moi, c'est comme ça que la vraie prévention se fait, en remettant un peu l'organisme humain dans le contexte dans lequel il est censé s'épanouir. Mais ça, c'est difficile aujourd'hui dans la société moderne dans laquelle on vit. Pourquoi est-ce que, d'après toi, la naturopathie, en tout cas cette naturopathie, n'est-elle pas plus connue? Alors, j'aimerais juste avant revenir, tu as dit sur un mot, tu vois, la prévention. En fait, la démarche originelle, elle est même pas d'être dans la prévention, elle est de vivre en fait en harmonie. Mhm. Et naturellement, le fait de vivre dans cette dynamique harmonieuse, ben oui, c'est de la prévention, mais l'impulsion, tu vois, l'envie intérieure n'est pas de se prévenir de la maladie, de lutter contre. C'est plus Ouais. d'agir pour un mode de vie qui va être un mode de vie harmonieux. Mhm. Voilà, c'est important cette différence intérieurement, parce que je le vois par exemple, moi longtemps j'ai été un acteur du monde de la bio. Les premières personnes qui sont venues, avec les fondateurs, ce que j'appelle les pères fondateurs de la bio, ceux qu'on suivi, étaient dans une dynamique de prendre soin de la terre. Donc il y avait une démarche vraiment environnementale très forte. Et après, ça s'est transformé quand c'est devenu une bio de consommation. Et il y a un lien avec ta question. Donc c'est devenu je mange bio pour pas être malade. Ouais. Et tu vois que les choses se sont inversées. Ben, la naturopathie, c'était pareil. C'est que le mouvement, on a des naturopathes jusqu'aux dans les années début 80. C'était vraiment avec une vision sociétale, avec une vision de, une réflexion philosophique et du sens de la vie et de qu'est-ce que l'homme sur Terre. Et en fait, ceux qui sont arrivés après Marchesso, pour la plupart, sont passés dans une démarche mercantile, euh, pognon. On cherchait à développer des écoles, développer un marché, et on le voit aujourd'hui, ce qui est devenu la naturopathie, et n'a plus aucun sens par rapport à ce que c'était au départ. Beaucoup de naturopathes ne savent même pas, tu vois, ce que je t'ai dit là. Ils n'ont pas la conscience, en fait, c'est devenu des techniciens, et on le voit dans les définitions qui sont proposées par certaines personnes prétendant reconnaître la profession, qui se sont autoproclamés, en fait, hein, parce qu'ils reconnaissent qu'eux-mêmes, en réalité, et leurs intérêts financiers. Ben, c'est la naturopathie est un ensemble de techniques de bien-être et de prévention dénuées d'idéologie. Et c'est tout l'inverse, c'est une idéologie qui pousse à une réflexion sur le sens de l'humanité. Et ce qui est drôle, c'est que si on met en parallèle avec l'enjeu de l'Anthropocène, on va peut-être en parler, Mhm. l'Anthropocène, c'est la nouvelle ère géologique dans laquelle on est rentré, qui est caractérisée par l'homme étant la force de modification des équilibres planétaires. Ben, la philosophie, tu vois, de la naturo devrait être en fait au cœur du sujet et devrait être un sujet de discussion sur tous les réseaux sociaux. Et en fait, au lieu de ça, ben non, tu vois, ça a été vidé. Alors pourquoi ça a été vidé? Ben, je pense tout simplement que Marchesso, il avait une très forte personnalité. Ils ont cherché à gommer en fait son héritage, hein, pour beaucoup. Et puis ça a été la guerre des chefs, tu vois, quand Marchesso n'était même pas encore mort, ben, c'était les chacals qui se sont c'est la nature humaine, hein, ça, qui se sont battus pour savoir qui allait devenir le nouveau chef de file de la naturopathie moderne. Et donc, c'est juste une question d'enjeu, de pouvoir, d'ego, qui a été mis avant l'intérêt collectif. Voilà, Mhm. plus ni moins. C'est à la fois tragique et en même temps très humain. Ouais, et tragique comme tu dis, parce que c'est vrai que quand on lit les petits livrets de Marchesso, je trouve, d'ailleurs qui sont disponibles à tout un chacun, hein, on se rend compte de la puissance de cette vision. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. De la complexité aussi de l'appliquer dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Puisque là, bon, après, on va parler un peu de ton écolieu, de ta démarche, mais moi, en tant que plutôt citadin, c'est vrai que retourner à une connexion avec la nature profonde, à redevenir une sorte d'animal dans son environnement, de m'auto-guérir en permanence en étant en contact des éléments naturels, bon, c'est compliqué pour la majorité des gens aujourd'hui, quoi. Et ce qu'il faut voir, Anthony, il y a aussi un autre aspect qui est jamais abordé, c'est le contexte dans lequel ce mouvement naturel, parce qu'il y avait Pierre Marchesso, Pierre Valentin, mais il y en avait d'autres autour. Et le contexte, c'est quoi? L'Europe vient de vivre la première guerre industrielle. L'Europe vient de vivre la guerre de 14-18 en 4 ans, la plus horrible de toutes les guerres qui n'ait jamais existé auparavant.
avec l'industrialisation de la mort. On a encore deux mondes qui se côtoient. C'est qu'on a le monde industriel qui commence à arriver depuis le début des années 1900, qui donne cette Première Guerre mondiale qui est véritablement monstrueuse. Et si tu veux, derrière, tu avais encore, je dirais, l'ancien monde qui était là et qui combattait. Tu avais encore beaucoup de personnes qui disaient, tu avais encore le conflit entre Claude Bernard et Pasteur. Si aujourd'hui on parle de Claude Bernard du terrain, à part les gens qui se sont penchés sur la question, eux sont au courant que il y avait un autre point de vue, il y avait d'autres directions dans le domaine de la science. Et donc, tu as eu comme ça, dans les années post-Première Guerre mondiale, entre les deux guerres, tout un courant de remise en question du modernisme tel qu'il était conçu, avec des gens comme Marchesso qui mettaient en garde, qui disaient attention, cette science sans conscience, ben, c'est que ruine de l'âme, hein, je sais plus qui Mhm. disait ça, mais euh, où allons-nous? On va vers la catastrophe parce que ceci, cela. Et on voit le résultat aujourd'hui. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un vaste mouvement humaniste entre les deux guerres qui a cherché à pousser la réflexion sur, tu vois, pour essayer de tirer les conclusions, des conséquences de ce qui s'était passé, un enseignement, on peut dire, de ce qui s'était passé lors de la Première Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Derrière, il y a eu encore un sursaut dans les années 60, 70, tout le mouvement hippie, hein, par exemple, avec la guerre du Vietnam. Euh, Et puis, dans les années 80, ben, on a le consumérisme de masse qui est arrivé. Tu vois, en fait, on peut le voir sur des cycles de 20 ans. Donc Mhm. là, ça a commencé, ben, ça a été les années, ce que j'appelle les années tapis Mitterrand, en fait, où notre société, tu vois, l'attrait de l'argent, du développement. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'étais dans la fin, dans la queue, en fait, de ça, dans les années 95. Et quand j'étais formé, on nous disait il y avait une sorte, si tu veux, d'idéalisme spiritualiste New Age, complètement, aujourd'hui, je vois, c'est complètement stupide. On nous disait qu'en 2020, ça serait l'âge d'or du verso sur Terre et qu'on serait dans un monde de paix, etc. Et en fait, quand je regarde rétrospectivement les personnes qui faisaient ces conférences, les personnes qui ont fait des fortunes là-dessus aussi, hein, bah, soit ils étaient complètement déconnectés du monde, je pense pas qu'ils étaient malhonnêtes, et ils étaient d'un idéalisme, comment dire, naïf. Aujourd'hui, en 2024, on va pas se mettre à faire de la géopolitique ou je vais pas me mettre à faire le cours sur l'Anthropocène que je donne à l'école des Supnat, mais le principe de réalité, bah, tu vois, on doit en tenir compte en fait. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait demain? Quel avenir? En interrogation. Ouais, c'est la question que, quand tu parles de tout ça, j'avais envie de te poser. Dans le monde techno-solutionniste qu'on voit aujourd'hui, est-ce que une vision comme ça, très de retour aux sources, est réaliste, effectivement, même si elle serait souhaitable, est-ce qu'il y a encore une once d'espoir? Ou même ça, tout simplement, est-ce que cette pensée a sa place? Mhm. J'ai pas de réponse à apporter. Moi, ma démarche, elle est vraiment quelque part très égotique, hein. C'est que c'est un choix. Bon, quand je dis que c'est égotique, c'est que égoïste quelque part, c'est que ben, c'est pas si vrai que ça. C'est que en fait, non, c'est tout l'inverse. C'est que moi, j'ai fait le choix de faire le colibri. Ouais. Euh, Devant, si tu veux, l'ampleur, conscient de l'ampleur du problème. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ça a été une manière, ben, en m'installant comme ça sur 3 hectares de terrain, en investissant du temps, beaucoup de moyens financiers et aussi beaucoup de temps pour des choses qui ne sont pas rentables. C'était une manière pour moi aussi de dire, ben, tiens, voilà, la vie m'a beaucoup donné, j'ai eu beaucoup de chance, je redonne à la terre, je redonne à la nature tu vois, du temps et de l'argent pour recréer des écosystèmes. Et c'est vrai que ça marche. Moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est la puissance des forces de vie à l'œuvre dans la nature. C'est de voir que dès qu'on commence à se remettre dans la bonne direction, dès qu'on commence je dirais, à œuvrer, tu vois, d'une manière intelligente, en y mettant aussi de la conscience, parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui rentre en jeu, eh ben, la nature se redéveloppe, mais à une vitesse très, très rapide. Euh, Mhm. Par exemple, sur mon terrain, bah, j'ai des variétés d'orchidées sauvages qui ont carrément disparu dans le Lot, qui réapparaissent. D'accord. Donc, ça prouve, je suis en train de, si tu veux, moi, là, aujourd'hui, je fonctionne par l'expérience de prouver par l'aspect pratique, tout en étant dans une vision plus globale, de me dire, ben, tiens, voir les interactions, comment ça fonctionne, etc. Et en fait, ce que disaient certains s'avère vrai, c'est que
qu'on peut relancer les écosystèmes, en fait. C'est-à-dire que si demain il y a une volonté globale, allez, il faut 7 ans pour relancer un écosystème. On va dire, allez, il faut 7 ans pour changer de modèle économique au niveau mondial, euh, même 14 ans. Euh, on pourrait, si tu veux, en 50 ans, alors on va dire en 49 ans, tu vois, 7 cycles de 7, modifier complètement tous les écosystèmes dans le sens positif et créer une autre humanité. Simplement, on voit bien que c'est utopique. Donc à partir de là, bah, je me suis dit, bah, je vais vivre mon utopie sur mes 3 hectares et, euh, et incarner le rêve que j'avais de faire un jardin abondant, voilà, où je puisse accueillir des gens qui viennent se ressourcer, qui viennent étudier. Et puis en me disant, bah, peut-être qu'un jour, ça va. Tu vois, on est des milliers à faire ça sur Terre, hein. Je suis pas seul, hein. Simplement, on ne nous voit pas, on n'est pas médiatisé parce qu'on n'a pas le temps non plus d'être derrière une chaîne YouTube. Je peux pas être sur mon terrain en train de bosser et avec une caméra, tu vois, tout le temps sur moi, par exemple. Mais Mhm. ce qui me donne de l'espoir, c'est les forces de la nature. C'est que c'est comme la nature, hein. Quand on remet la personne dans un bon contexte, naturellement, son énergie vitale, elle remonte. C'est possible, mais ça va dépendre de nous, en fait. Ouais. Et Comment d'ailleurs, on... non, pardon, Ah. vas-y. Ah non, non, je veux dire comment on oriente nos vies, tu vois. Et je dis souvent, en fait, ma réflexion, c'est que jusqu'à maintenant, l'humanité a, en grande majorité, s'est positionnée en prendre. Qu'est-ce que la nature peut me donner? Qu'est-ce que je peux prendre? Et peut-être que le changement de paradigme intérieur, ça peut être qu'est-ce que je peux donner à la nature? Qu'est-ce que je peux faire pour préserver la vie? Et je dis souvent, mais on peut, même si tu es en ville, tu vois, avec un petit balcon, tu peux prendre une jardinière et planter des plantes mellifères, des plantes qui vont faire du bien et qui vont peut-être permettre à des petits insectes de survivre. Et c'est sûr que c'est une goutte d'eau. Mais si on est des millions à œuvrer, à commencer, tu vois, dans cette direction, on peut aussi aider des gens qui le font, tu vois. Moi, j'ai besoin d'aide, par exemple, dans ce que je fais, parce que est-ce que c'est un gouffre financier? Mais on peut aussi soi-même faire et réorienter notre vie. Et aussi de sortir, c'est à double entrée, c'est de sortir de cette société de consommation de masse où ça n'a plus aucun sens, quoi. Parce que, enfin, de mon point de vue, tu vois. Mhm. Non, mais en tout cas, je peux témoigner pour être venu dans ton écolieu qu'au bout de quelques jours, bon, bah voilà, on se réapproprie un peu un instinct de proximité avec la nature et qu'on avait enfoui en nous, quoi. Le fait de marcher pieds nus, voilà, de participer à la vie de ton écolieu, etc. Même ne serait-ce que des toilettes sèches, par exemple, qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser en ville, ben, ça nous réapprend instinctivement ce cycle de don à la nature, quoi. C'est ça, alors c'est super que tu l'aies perçu parce que tous les stagiaires ne le perçoivent pas. Alors maintenant, en fait, moi, dans ma pédagogie, je préfère ne pas intellectualiser. Donc, les gens vivent une expérience et après, soit je réponds aux questions, si j'ai une réponse, euh, soit je parle de certaines choses. Et c'est vrai que cette notion de toilette sèche, moi, quand je l'ai découverte, quand je l'ai commencé à la vivre, alors est-ce que c'est mon mental, tu vois, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, mais ça a changé mon rapport à l'eau. Mhm. Et j'ai un regard sur l'eau qui est différent. Et j'ai l'impression que l'eau me regarde différemment. Chaque année, on produit à peu près 2 à 3 mètres cubes de compost maintenant. Et notre toilette sèche, en fait, c'est juste extraordinaire parce que c'est un élevage de lombricompost. Les lombricomposteurs, c'est les petits, tu vois, c'est les petits vers de terre dedans. Ah, Ça apporte énormément de vie au lieu. Et en fait, on est passé d'un mode de vie qui était, je dirais, comme une spirale, tu vois, à valeur ajoutée négative. C'est-à-dire, en fait, bah, avant qu'on mette les toilettes sèches, cette maison, bah, il y avait donc l'eau de ville qui arrivait. Ça partait après dans une fosse septique qu'il fallait nettoyer une fois ou une fois tous les 2 ans. Et puis point. Donc on consommait de l'eau et ça partait dans une fosse septique. T'imagines, le gros camion, déjà il fallait payer, etc. Le camion, il revenait, il venait, il repartait, il emmenait ça quelque part. Si on regarde le cycle environnemental, ça n'avait pas de sens. mhm. Là, ce qui a changé, c'est que je vais chercher de la sciure de bois à la scierie, allez, une fois par mois, une fois 2 mois, tous les 2 mois, si je m'organise bien. Cette scie, donc, c'est gratuit, c'est un déchet d'une scierie. On arrête de consommer de l'eau, ça c'est important. La fosse septique, on a des eaux grises. Ben, cette eau grise, elle peut être réutilisée éventuellement pour faire d'autres choses. Je pourrais très bien me mettre en sortie de fosse septique et je compte le faire. Un petit bassin, tu vois, pour alimenter une zone humide. En plus, on est sur le Causse, donc le Causse c'est sec, donc il y a besoin de créer des zones humides.
Et puis surtout, ce seau de toilette sèche qu'on sort à peu près une fois par jour, bah, ça nous fait un super bon compost. Alors c'est sûr que c'est contraignant. Quand il pleut l'hiver, c'est contraignant. Mais tu vois, ça fait aussi partie de ça, de se reconnecter au froid, à la pluie, au soleil. C'est un tout. Mais j'aimerais revenir sur un truc, si tu veux bien, quand tu as parlé on arrive ici. En fait, je me rends compte, c'est une question vibratoire. C'est que les arbres émettent des vibrations qui, euh, qui sont en interaction avec l'être humain. Et le problème des villes, c'est qu'on est plus soumis, on peut dire, au champ vibratoire dans la nature. C'est comme une symphonie, en fait. Le monde de la nature fonctionne comme une vaste symphonie et les environnements urbains nous ont complètement déconnectés. Tu as le chant des pierres, tu as des chants des vers de terre, tu vois, tout vibre. Et ce que tu as pu ressentir, c'est cette reconnexion qui se fait tout simplement parce que tu vis dans un environnement qui est connecté. Et tu vois, on cherche à reproduire un environnement artificiel avec l'Internet, avec tout est connecté en Wi-Fi, etc. Et en réalité, le monde de la nature est interconnecté et connecté en fait en permanence au champ du vivant. Donc le fait de nous remettre dans un environnement naturel où ça vibre, naturellement, on se reconnecte. Ça, c'est ce que je découvre à travers mes stages. Mm. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai ressenti également. Ouais, ouais. Alors certaines Et personnes vont le ressentir, d'autres vont pas le ressentir. Mais moi, je peux l'observer sur les visages, par exemple, tu vois, sur la. euh, mm, moi, j'ai trouvé que c'était assez rapide, justement. Enfin, peut-être que j'étais déjà assez ouvert, mais j'ai trouvé que rapidement, j'avais l'impression de retrouver un peu ma place sur la mm. Terre, tu vois ce que je veux dire? Et justement, cette notion de toilette sèche, là, je trouve qu'elle est très, très importante. En tout cas, moi, je l'ai perçue comme un avant et un après, quoi. Parce que Ouais, j'avais jamais utilisé ça. Et évidemment, on a tout un tas d'a priori sur, je sais pas, des odeurs, le côté pratique, etc. Et qui sont complètement balayés en quelques minutes, quoi. Une fois qu'on l'a utilisé et qu'on se rend compte du côté philosophique de la chose et du ça, côté ouais, cyclique, etc. Je trouve que exactement. c'est hyper puissant, même au Là, niveau spirituel. c'est ça, complètement. Bah, en fait, je dis souvent dans mes stages, l'acte le plus spirituel que vous allez faire durant ce stage, ça va être de vider votre seau de toilette sèche. Mm, mm. Parce que aujourd'hui, si tu veux, là, on peut plus se permettre le luxe d'être dans une spiritualité New Age désincarnée, en mode tous ces gourous du net, par exemple, qui vivent entre Dubaï, Costa Rica et Bali, l'île aux mille et une spiritualités, où ils se font servir comme des pachas, tu vois, c'est ridicule. Toi qui as été dans le transport aérien avant, tu sais que, enfin, combien c'est du fake, en fait, c'est de l'illusion, tout ce monde. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, on a besoin justement de choses concrètes et de revenir sur des fondamentaux. Et c'est vrai que notre fondamental, c'est notre rapport à l'eau et comment on gère nos déchets. Et les premiers de nos déchets, c'est pipi caca. Et je me dis, alors certaines personnes disent, oui, mais en ville, ça serait impossible. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on a des ingénieurs qui sont capables, des gens qui ont des cerveaux, un intellect très puissant. Et que, en plus, avec dans un monde capitaliste comme le nôtre, si on lançait vraiment, on se dit, ben voilà, d'ici 10 ans, il n'y a que les systèmes de toilettes sèches. Eh ben, on verrait déjà, ça relancerait l'économie là-dessus. On recréerait des nouvelles filières. On pourrait comme ça, par exemple, faire des systèmes, on récupère les urines avec des systèmes de filtration, pourquoi pas, après pour les médicaments, tu vois, tout ça, mais bref, trouver des solutions, parce que l'urine, c'est de l'azote. Moi, je récupère mes urines et celles de mon fils, par exemple, comme engrais végétal. C'est de l'or, en fait, tu vois. C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a de l'or, je le dilue à 10% dans de l'eau. Alors oui, ça sent pas bon. Si je veux aller encore plus loin, je le fais fermenter un petit peu. Je rajoute un petit peu d'ortie dedans pour que ça fasse une sorte de purin, tu vois. Ça fait une odeur infâme. Je peux t'assurer que les plantes, elles adorent. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se pratiquait il y a pas encore si longtemps que ça. Hein, je sais que par exemple, à Paris, il y avait tout un tas de métiers qui consistaient à récupérer justement Oui. tous ces excréments et de les emmener après dans les champs qui Oui. entouraient Paris pour justement faire un engrais naturel. Voilà, les marchés parisiens étaient les plus performants d'Europe. Et je crois que je ne sais plus combien il y avait de 2 millions. Je sais pas, c'était énorme. Hein. La quantité de chevaux qui passaient pardon, par Saint-Lazare. Et tu avais une véritable petite industrie. Ben, on pourrait très bien penser à un modèle économique où on réintroduit ben, des composteurs. Et tu vois, je fais un parallèle. Hein. Tu me connais, hein, j'aime bien passer d'un. Mais c'est tourne toujours autour du sujet. Mm, Il s'est passé quelque chose à Cuba en 1990.
Cuba était sous embargo américain et sous perfusion de l'URSS. Et quand l'URSS s'est cassé la figure en 89, du jour au lendemain, ils n'ont plus eu aucun bateau qui venait les approvisionner, donc en pièces mécaniques, en engrais, en pesticides, tu vois, en rien du tout. Et là, ils ont été extrêmement intelligents, ils ont libéralisé l'agriculture, ils ont passé, je ne sais plus combien, 3, 4 années un peu dures, et ils se sont mis à planter, tu vois, chaque parcelle de terre s'est transformée en verger, en potager. Et, euh, et Cuba est complètement autonome au niveau alimentaire depuis bien longtemps. Comme ils ont zéro pesticide, zéro engrais, ils ont une flore, une faune et des abeilles. Ils produisent énormément de miel. Mais pourquoi ne pas imaginer ça, après tout? Mhm. Pourquoi ne pas imaginer que dans Paris, au lieu d'avoir des platanes, c'est sympa les platanes, hein, moi j'adore les platanes, mais pourquoi ne pas mettre aussi des arbres fruitiers autour, avoir une réflexion comme ça et de se dire, OK, on va, après tout, mettre à bouffer partout. Et tous ces petits jardins qu'il peut y avoir un petit peu par. Ça commence un petit peu, hein, mais que ça, tu vois, que c'est au niveau de l'ampleur, c'est que pour l'instant, c'est embryonnaire. Euh, Parce que tout le monde ne peut pas vivre à la campagne. On ne va pas avoir une exode des villes, il n'y aurait pas la place dans les campagnes. Donc là, actuellement, il y a 85% de l'humanité qui vit en zone urbaine. Tu te rends compte? Ouais. À l'échelle mondiale. Sur ces 85%, on a 300 mégalopoles qui représentent 25% de l'humanité. Ça veut dire 2,5 milliards d'individus qui vivent sur 300 zones. Alors c'est surtout en Asie, hein. En Afrique, c'est ces grandes mégalopoles. Euh, donc c'est sûr qu'on ne va pas remettre l'humanité à 8 milliards dans les campagnes. Mais on peut avoir une réflexion qui va dans le sens. Et moi, c'est ça ma démarche. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est même pas un combat. Cette démarche, elle paraît peut-être utopiste. Mais l'utopie, pour moi, elle est plus dans ceux et celles qui pensent que ce modèle peut continuer encore comme ça, again and again, tu vois, pendant des centaines d'années, que dans ma démarche. Comme dirait Aurélien Barraud, l'utopie doit changer de camp, en fait. Et le côté ringard doit changer de camp aussi. Ouais. Ouais. Dans ton écolieu, en fait, juste pour le présenter un peu, on dort sous la tente. Quand on vient faire un stage chez toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Comment ça se passe? On vit en groupe, on vit en communauté, Voilà, on alors vit en fait, chacun de son côté? ouais, alors il y a plusieurs aspects. Je me suis inspiré, forcément, il y a toujours des sources d'inspiration de ce que j'ai pu vivre plus jeune quand j'étais bénévole au club de voile des Glénans. Ça, c'est sur la vie en communauté. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et puis aussi sur certains centres de vie, on peut dire spirituels, que dans lesquels j'ai pu aller. Mais la plus grosse influence, ça reste les Glénans. Et c'est un petit peu comme si on était en navigation, en fait, quand on fait un stage, quand les gens viennent. C'est comme si on partait en navigation, mais en étant inter. Donc, au niveau des logements, on a 5 grandes terrasses qui font 25 mètres carrés sur lesquelles j'ai posé voilà, je vais pas tarder à les monter, des tentes qui sont assez grandes, hein, vu que moi je tiens debout, je suis 1,92 m. Euh, il y a 3 tentes de 2, il y a une plus grande tente maintenant de 4 qui n'était pas là quand tu es venu. Après, j'ai 2 caravanes. J'ai une caravane pour une personne et une autre caravane qui peut être pour 2, 3 personnes. Voilà, qui est plus grande, qu'on vient d'acquérir. Et après, j'ai 2 chalets. Maintenant, j'ai ouvert le petit chalet de la Combe. Je ne sais pas si tu te souviens, à côté de la cuisine d'été, dehors. Là, je peux mettre maintenant 2 personnes. Et puis, j'ai le chalet qui est là, plus haut sur le terrain, où je peux mettre pour l'instant une personne. Et par la suite, je pourrais mettre 2 personnes. Et en fait, on est en ERP, enfin, on est en non-ERP, c'est-à-dire qu'on peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Bon, concrètement, je limite toujours à 12 max, parce que pour le lieu aussi, pour la circulation sur le lieu. Et en fait, le concept, c'est que oui, c'est une vie, on peut dire en communauté, dans le sens ben, où les repas sont préparés ensemble, et il y a un rythme. Et en fait, par rapport à quand tu es venu, c'est encore plus rythmé, parce que chaque été, j'en tire des conclusions, et j'essaie, tu vois, d'améliorer et de rendre le stage de plus en plus vivant. Donc, quel que soit le stage, quel que soit comment dire, ce pourquoi les gens viennent, il y a une trame qui est toujours la même. C'est-à-dire le matin, ben, on se lève assez tôt, c'est qu'on se retrouve aux alentours entre 6h30 et 7h pour aller faire des exercices respiratoires sur le champ qui est en face du soleil, bien sûr, si les conditions le permettent. Des petits exercices physiques, une méditation. Et puis ensuite, ben, il y a un temps où soit chacun va avec à ses occupations, soit ils peuvent venir m'aider sur le terrain. Il y a toujours du boulot au potager.
Donc voilà, s'occuper des poules, s'occuper des cerfs, l'arrosage, etc. Donc toi, maintenant j'inclus une demi-heure où les gens vont pouvoir aller comme ça participer à la vie de l'écolieu. Donc forcément, avant, je les briefe un peu. Pendant ce temps-là, il y a deux personnes qui s'occupent de préparer le petit-déj en pleine nature. On prend le petit-déj et on commence la journée selon, voilà, entre 8h30, 9h, par une discussion sur une thématique, sur un sujet. Ça peut être une lecture d'une pensée inspirante, ça peut être un sujet qui est en rapport au cours. Et après, les activités commencent. Et en fin de matinée, maintenant, on va systématiquement À tu la m'as suivi? source, À la source, à la résurgence. à la résurgence, ouais, c'est ça. Voilà, donc là, soit on y va en voiture, maintenant j'essaie d'y aller plus souvent aussi à pied, avec une marche dynamique rythmique. Donc tu vois, il y a plus de mouvement en fait dans la journée. Euh, voilà, donc la résurgence, c'est une source d'eau froide qui est une eau vivante, qui est dans le petit village qui est en contrebas. Et elle est à peu près à 10-12 degrés, ce qui n'est pas non plus très très froid, mais ça fait du bien l'été, c'est revigorant. Voilà, après les repas sont pris en commun donc dans la combe, qui est une sorte de clairière en fait en contrebas sur le terrain, qui est entourée d'arbres. Après, il y a une petite sieste, voilà, et puis après on reprend les activités. Et puis le soir, pareil, le soir souvent il y a toujours un petit temps que je fais, tu vois, on va sentir des huiles essentielles, on va parler En fait, je m'adapte en fait aussi au groupe. Donc j'ai un ensemble d'outils pour accompagner les gens. Et c'est vraiment au feeling. C'est vrai que bon, bien sûr que si on est en réflexo, j'ai un programme qui est prédéterminé quand même. Mais je suis pas, c'est pas rigide en fait. C'est que je m'adapte au groupe, aux questions, au timing. Si on n'est pas, on n'est pas à l'heure près en fait. Si ouais, tu te souviens comment c'était le stage? C'est ça qui, en fait, qui est agréable aussi, c'est qu'on est dans une temporalité différente en fait. Mm. Ok. Et ça, tu vois, je me rends compte, c'est un point qui est important, c'est le rapport au temps. Ouais. C'est que je sais pas si tu te souviens quand tu es venu. Le temps, on a l'impression qu'on n'est plus dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de timing avec un horaire qui est défini, tu vois, avec un horaire, on peut dire, de travail. Et moi, je compte pas mon temps. Je vais pas me dire, tiens, voilà, là, il faut qu'on s'arrête parce que non, ma journée est terminée. Si on est bien, s'il y a quelque chose, voilà, qui émerge. En fait, c'est cette notion d'émergence que je trouve aussi intéressante. S'il y a quelque chose à mon année qui se passe de fort, qu'il y a quelque chose qui émerge, ben, c'est l'accompagner et vivre l'instant. Et justement, tu parlais de la résurgence. Donc, en naturopathie, on essaie de faire en sorte de renforcer notre organisme Mm, pour le rendre bon, plus résistant, plus adaptable au monde qui nous entoure pour pouvoir s'y fondre, disons. Et ça passe notamment par l'entretien d'un mécanisme qui est inhérent au corps humain qui s'appelle l'hormèse, mm, c'est-à-dire l'application d'une contrainte qui va demander à l'organisme de s'adapter, puis de se renforcer pour les futures expositions à cette contrainte. mm, Et toi, je sais que tu pratiques ça régulièrement bah, à l'aide de l'eau froide. Justement, quand on vient en stage chez toi, tu nous fais toucher du doigt à ça, avec mm, cette petite baignade en eau fraîche. mm. Toi, est-ce que tu l'as intégré dans ton mode de vie au quotidien? Alors, ben, cet hiver, je suis parti dans les Pyrénées pour aller faire l'expérience vraiment du mécanisme d'Hormèse, parce que quand on est dans la résurgence, il faudrait rester presque au moins 30 minutes pour ressentir vraiment en profondeur, tu vois, ce mécanisme. Là, comme tu l'as dit justement, on touche du doigt. Donc, je suis parti dans les Pyrénées pour aller me baigner dans un petit lac sur la station thermale de Cauterets, lac de Gauge, et je me suis trempé pendant 2 minutes à 2 degrés. Ok. Donc là, j'ai vraiment ressenti ce que c'était. J'ai vu ce qui se passait. Et depuis, forcément, ça a changé mon rapport au froid. Et ce mécanisme, tu vois, que tu décris d'Hormèse, je l'ai vraiment ressenti, de voir ce qui se passait. C'est un mécanisme qui est très intéressant, qui est intense. En fait, j'aime mieux l'idée de travailler sur les amplitudes. C'est-à-dire que le mode de vie moderne comment dire, a réduit l'amplitude dans laquelle on vit. C'est-à-dire que la plupart des gens euh, passent leur année à 19-20 degrés. L'hiver, c'est chauffé, tu vois. Ils sortent de chez eux, c'est chauffé. Dans la voiture, c'est chauffé. Dans le métro, c'est chauffé. Au bureau, c'est chauffé. Et l'été, bon, c'est plus ou moins régulé, mais tu vois, ça diminue l'amplitude. Et mon expérience, c'est que depuis que j'habite là en pleine nature, c'est que j'ai augmenté.
ma capacité, mon amplitude en fait, en termes de chaud, en termes de froid, en termes d'exposition aussi à la pluie. Euh, et j'aimerais plus voir les choses comme ça en fait, de me dire, tu vois, de redévelopper notre souplesse, notre adaptabilité. Ouais, et il y a pas mal d'études aussi qui montrent que ben, ça occasionne un système immunitaire qui se renforce, etc. Ah Enfin, oui. il y a plein d'effets comme ça physiologiques aussi qui sont prouvés par la science. Tu vois, par exemple, il m'arrive un truc qui amuse, c'est que comme j'ai pas mal de plantes aromatiques, euh, l'automne dernier, je me suis fait vraiment une belle production de vinaigre des quatre voleurs. Donc, j'avais fait des macérations sarriette, origan, romarin dans du vinaigre. J'en ai fait aussi, j'ai fait un gros rhum arrangé en me disant, bah, tiens, ça fera comme une teinture mère. Et puis, ben, comme je fais jamais les choses en petite, ben, j'ai vraiment fait des gros, tu vois, des gros bocaux. Sauf qu'on n'est pas malade, hein. On n'est pas malade parce qu'on a renforcé notre immunité. Moi qui avais toujours des problèmes ORL, j'avais forcément chaque hiver, tu vois, une bonne grippe. Et ben, je me suis rendu compte que le fait de manger de plus en plus ce que l'on produit, il y a un lien avec la flore. C'est-à-dire que la flore du sol, quand je cueille ma salade, là par exemple, j'en ai même trop des salades dans ma serre. Quand je cueille mes salades, je les lave, mais il y a toute cette flore microbienne du sol. Donc je mange une salade, tu vois, qui est bien vivante avec beaucoup de bactéries. Et ça renforce mon terrain. Et le fait de manger de plus en plus de plantes que l'on cueille directement, il y a la vitalité, il y a la qualité nutritionnelle, mais il y a aussi toutes ces bactéries qui sont là. Et ça renforce notre immunité de manière très importante. Ouais. Et ça me fait penser que j'ai lu l'autre jour que aux États-Unis maintenant, tu sais, les cultures de légumes de style tomate qui poussent dans l'eau avec une solution vitaminée, etc., peuvent être labellisées bio Oh là là. à partir du moment où il n'y a pas eu de produits phytosanitaires. Mais donc, tu vois, on voit un peu l'absurdité de la direction qu'on est de- en de- train de prendre, où là, on est à l'opposé de toi, ce que tu prônes. Et ça veut dire qu'en fait, moi, ce que je prône, c'est des solutions individuelles. C'est que collectivement, pour l'instant, vu l'état, je dirais, du système économique, financier, les agriculteurs, hein. Les agriculteurs aujourd'hui, ils sont subventionnés à entre minimum 50, voire 75, 80% par les aides de la PAC. Ouais. Donc, le système, si tu veux, de production est complètement biaisé. Je pense qu'on peut que trouver des solutions pour l'instant individuelles, avec des démarches personnelles, de choix, très engagées, en sachant que moi, je ne veux pas vendre l'idée que c'est facile, que c'est rigolo, la permaculture et tout ça. Non, quand tu es citadin, comme moi, quand tu as ce qu'on appelle un néo-rural, les néo-ruraux qui se sont cassés la figure, qui sont repartis de la campagne, il y en a un paquet. Euh, Parce que c'est dur et qu'on n'est pas, tu vois, c'est quand c'est pas dans nos habitudes de vie, on a beaucoup de choses à apprendre. Ça, c'est un truc aussi que j'avais sous-estimé. Moi, j'ai vu pas mal de personnes autour de moi, des néo-ruraux, à la campagne, limite burn-out. Ah, Simplement parce que il y a tellement de paramètres nouveaux à apprendre, à intégrer. Déjà, il y a l'environnement de vie. Mais en plus, quand tu essaies de faire du potager, de planter des arbres, etc., tu vois, la somme de choses à apprendre, elle est colossale. Et en un laps de temps très court. Et ça peut créer des grosses, grosses, grosses tensions. Donc, il y a eu toute la mode de la permaculture, avec des vidéos sympas, avec des gens qui, derrière, n'ont pas été très honnêtes, faut le dire, parce que il y avait toujours un petit peu un dessous des cartes où les mecs qui disaient, ouais, ça pousse, ouais. Sauf que les gars, ils ont fait rentrer 10 camions de 10 mètres cubes de fumier venant d'Espagne, qu'ils ont été au tractopelle. Donc, si tu veux, moi, tu me donnes n'importe quel terrain, mais même toi, Anthony, n'importe qui, hein, tu mets 50 centimètres à 1 mètre de fumier de cheval, tu recouvres de foin, je peux t'assurer que tu penses ce que tu veux, ça pousse. Non, mais c'est tout bête, hein. Et souvent, si tu veux, les gars qui ont développé des gros trucs en permaculture, ils vont pas te donner toutes les clés. Moi, c'est après que j'ai découvert ça en connaissant un petit peu. Je dirais, mais en fait, lui, bon, voilà, il fait des belles vidéos, il est connu, mais l'envers du décor, c'est que, regarde, là, il y avait des camions, il a mis un gros paquet de pognon pour avoir ces camions. Alors, pourquoi pas? Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gens, en fait, se sont cramés les ailes parce que c'est compliqué. Quand tu arrives à la campagne, il n'y a personne qui t'attend, tu vois, au niveau relationnel. Et puis, quand tu es, surtout moi, ancien banlieusard parisien, il y a un état d'esprit et c'est dur aussi au niveau social, tu vois, même s'il y a des gens qui sont très sympas. Mais c'est tout ça, c'est jamais trop mis en avant, en fait, parce que beaucoup de gens ont fait leur blé sur vendre.
tu vois, une image un peu d'épinal, quoi. Ah, ah, Et donc, c'est pas ce que je vais dire, c'est pas facile. Et puis, il y a un côté ingrat, tu vois. Par exemple, là, nous, on a eu des gelées. Bah, j'étais tout content là, autour des serres. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, la petite serre, je m'étais dit, tiens, je vais mettre pour faire de l'ombrage naturel, je vais planter des pieds de kiwi de vigne. Après, je vais faire un système d'arceaux avec des bambous par-dessus pour que ça pousse. Et ça va être magnifique, en fait. Les fruits qui seront dessus, je les laisserai pour les oiseaux, etc. Ce qui sera en dessous, on pourra le cueillir. C'est super d'exposition, parfait. Sauf qu'il y a eu le gel et tout a cramé. Voilà, donc tout ce que j'ai planté est mort. Hein. Et c'est comme ça, je vais pas dire en permanence, mais tu vois, ça apporte beaucoup d'humilité. Tu sais, humilité, humanitas, humilis, c'est la même racine qui correspond à l'humanité, proche de la oui. terre. Mhm. Ça, j'en parle dans le cours sur l'autonomie. Et c'est ça, quand on se rapproche de la terre, on touche à l'humilité. Mm. Et alors, tu parles de culture, tout ça. Donc, il y a, quand une plante pousse, il y a des bourgeons. Toi, tu t'es intéressé énormément à la gémologie, c'est-à-dire à l'utilisation des bourgeons pour entretenir sa santé. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ça particulièrement dans ta pratique? Alors, tu veux que je te raconte une jolie histoire ou que je te dise la vérité? Vas-y, tel que tu veux. Bon, non, je préfère je préfère toujours raconter la vérité parce que comment dire, ça évite de se contredire des fois. On est humain en plus, hein, donc Ouais. En fait, c'est extrêmement simple. C'est que moi, j'avais eu un cours de gémothérapie dans l'école de nature que j'avais fait dans les années 95 qui était nul à chier. Mais quand je dis nul à chier, c'était honteux, même c'était un polycopié qu'on m'avait donné comme ça sur une demi-journée. Et c'était pas un cours, en fait. Mais comme beaucoup d'ailleurs des cours de cette école, mais donc, je suis pas là pour faire leur procès. Et en fait, la gémo, j'avais pas du tout accroché parce qu'on me l'avait pas expliqué. Et j'étais en 2000, quoi, c'était en 2004. J'avais, pour des raisons économiques, une activité d'agent commercial sur Paris, région parisienne, où je m'étais spécialisé, en plus de mon cabinet, en plus, tu vois, j'ai toujours été en l'activité. Et j'avais commencé à me faire connaître en tant que le naturopathe qui fait aussi agent commercial en magasin bio. Donc, en fait, je m'occupais de petits labos, si tu veux, qui faisaient des top produits, mais qui n'avaient personne pour les représenter. Et, mais j'avais que des toutes petites sociétés, tu vois, avec qui je travaillais. Et puis un jour, je ne sais pas comment ils m'ont connu. Non, c'est ça, j'ai passé une sorte de casting. J'ai des gens qui m'appellent, j'ai des Belges qui m'appellent. On se retrouve à Gare de Lyon à... Comment ça s'appelle là? Tu sais, le train bleu là. Ouais, le restaurant Le Train Bleu, ouais. Voilà, à côté du restaurant du train bleu, souvent, tu as des gens qui se donnent rendez-vous. Là, tu sais, tu as des jolis fauteuils en cuir, tout ça, c'est pratique. Pour faire des petits rendez-vous comme ça professionnels. Et puis, je vois un mec, un Italien qui parle français, avec l'anglais, avec l'approche italienne un peu en toi, qui a comme, bref, comme ça, et qui avec une Belge qui me parle, et ils me disent, voilà, qui recherche un agent co, tout. Ah, bon, moi, je connaissais pas du tout la Gémeaux, et puis je commence à discuter avec eux, puis ça accroche bien. Et puis, en fait, je suis recruté. Donc, je pars en Belgique, je vais visiter leur petit labo, et je vois le fondateur, et puis là, je passe 2 jours avec le bonhomme en train de parler, il m'explique et tout. Et le bonhomme, c'était Philippe Andriane. Et le laboratoire, c'était Herbalgem. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvé, mais par le plus grand des hasards, à lancer la gamme Herbagem, parce qu'à l'époque, ça s'appelait Gémobase, tu vois, c'était pas encore connu. Donc, en fait, j'ai vraiment participé au développement, au rayonnement de la gémothérapie sur un aspect commercial, mais pas que, parce que très rapidement, je suis devenu aussi formateur pour eux. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu les résultats que j'avais, j'ai vu que le magasin, il commandait, tu vois, je sais pas, 10 produits, que la commande d'après, il en commandait 20, et que que les résultats, les gens me disaient, mais c'est incroyable ton produit là. Ça a commencé à éclipser d'autres formes, tu vois, en phytothérapie. C'est que les magasins vendaient moins d'ampoules, etc. Et puis les gens de Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Et j'ai testé sur moi et j'ai eu des résultats. Donc en fait, j'ai découvert la Gémeaux par l'aspect professionnel et j'ai été impressionné par les résultats. Et donc après, j'ai approfondi. Je me suis formé avec Philippe Andrian, le laboratoire pas Hermès Tradition, ça c'est autre chose. Euh, Herbalgem. Et puis après, j'ai approfondi. Et après, ça m'a amené encore vers d'autres directions. Aujourd'hui, je travaille avec la musique des plantes et j'ai approfondi la Gémeaux en lien avec en fait les origines celtes. Parce que les Celtes avaient un rapport aux arbres très particulier. Donc, tu vois, ça m'emmène sur des pistes en fait où maintenant il y a la Gémeaux, mais il y a aussi tout le sens. Qu'est-ce qu'un arbre? Comment fonctionne un arbre? Qui est un arbre en fait?
Voilà, donc Ouais. ça m'a ouvert vers un chemin de, tu vois, plus vaste, quoi. Et quand tu dis tu voyais des résultats sur toi, c'était quoi? Sur le renforcement de ton terrain, c'est ça? Sur Bah, par exemple, le le sommeil, hein. renforcement de ta gestion du stress, ce genre de choses? Bah, par exemple, complexe noctilème, tilleul figuier, 5 gouttes 3-4 fois par jour, et je dormais super bien. Et puis après, surtout, j'ai vu les résultats, hein, les retours, parce que je faisais quand même 2 à 3 journées de formation par an, et tous ces thérapeutes qui venaient aux formations, et qui, il y a ça, qui venaient témoigner, tu vois. Euh, donc des exemples, je sais pas, je pourrais en avoir enfin, à l'appel sur, je sais pas, donc il y a personne qui a de l'ostéoporose, 6 mois après, bah, ça va vachement mieux. Des problèmes articulaires, là, ça marche super bien. Il y a certains complexes qui marchent super bien. Des problèmes de. Enfin, en gros, l'ensemble, j'ai vu que l'ensemble des problématiques fonctionnelles, attention, fonctionnelles, hein, pas lésionnelles, fonctionnelles, c'est des troubles du quotidien, pouvaient être vachement bien améliorées rien qu'avec la Gémeaux. Alors, ça s'explique tout simplement, c'est que le bourgeon, il contient en lui tout le potentiel de développement de la plante. On est sur la phytothérapie embryonnaire. Et Paul Henry, qui est le docteur belge, qui a, parce que c'est récent, la Gémeaux, ça date des années 60, dit toute phytothérapie qui ne devient pas phytothérapie n'est pas abouti. C'est qu'en fait, si tu veux, la gémothérapie, c'est pas une autre branche de la phytothérapie, c'est l'aboutissement de toute une démarche en phytothérapie. Et là, tu parles d'amélioration de symptômes un peu, mais est-ce que le vrai travail de la gémothérapie, c'est pas justement sur le terrain de la Et, personne? bah, l'idéal, c'est de travailler en amont, ce que j'appelle les bourgeons régulateurs, c'est-à-dire de, en fait, c'est ne pas attendre d'être déséquilibré pour se rééquilibrer. Et la notion, en fait, que maintenant sur laquelle je travaille, c'est la notion de régulation, d'être régulé. Ça, je l'ai découvert avec les neurosciences parce que bon, maintenant, dans mon cabinet, j'ai intégré la pratique du neurofeedback dynamique, qui est un outil qui permet de relancer la plasticité du cerveau. Et en fait, à chaque fois qu'on travaille avec des bourgeons régulateurs, donc c'est cassis, figuier, aubépine, cassis, figuier, aubépine, romarin, ouais, c'est ça, c'est les et framboisier chez la femme. Donc, c'est 5 grands bourgeons régulateurs. À chaque fois qu'on aide le corps, qu'on redonne la capacité au corps de se réguler, il sait faire, tu vois, il sait s'auto-réparer, il sait rester en bonne santé. En fait, c'est qu'on se dérégule, soit en se figeant, c'est-à-dire en fait le corps il se fige, tu vois, on va dire, il se crispe, soit en partant en hyper. Donc figé, ben, ça correspond au parasympathique en fait, hein. En théorie polyvagale, on parle ben, que la personne est figée, soit la personne elle est en hyperactivité. Ça, c'est sur 2 extrêmes en fait. En fait, ça correspond au yin et du yang, yang de la médecine chinoise. Ouais. Et quand je te dis réguler, c'est le terme des neurosciences pour dire que bah, il y a un équilibre entre le yin et le yang. On parle toujours de la même chose quand il s'agit d'être humain, sauf que c'est sous des angles d'approche différentes. Et c'est la même réalité. Pour comprendre ça, par contre, il faut avoir une vision transversale. Et ça, c'est vrai que c'est le temps. Il faut approfondir les différents référentiels pour faire des liens et voir, bah, en fait, ouais, c'est toujours le même truc, quoi. Est-ce que la réflexologie plantaire que tu pratiques également et pour laquelle je suis venu me perfectionner chez toi, Et que est-ce que tu pratiques. ouais, que je pratique également en cabinet, tu mets ça un peu dans la même veine Complètement. de Complètement. En travail fait, sur le terrain comme ça? c'est ça, de travail de régulation. C'est-à-dire qu'en fait, sans le savoir, là maintenant, je mets des mots, tu vois, plus intellectuels par rapport à toi, quand tu étais venu te former, tu vois, j'apporte un point de vue encore autre. Mais le protocole, ce qu'on apprend et la manière de travailler avec ben, l'entrée hein, et le dessert, tu vois de quoi je veux parler, c'est en fait travail sur le système nerveux neurovégétatif et l'axe hormonal à travers la réflexo. On travaille quoi? Sur les systèmes de régulation parce qu'en fait notre cœur, soit il accélère notre métabolisme, soit il ralentit avec le système nerveux et les 2 systèmes de commande que sont le système nerveux et le système hormonal. Donc à partir du moment où on travaille sur ces 2 axes, et qu'on permet au corps d'avoir une meilleure régulation, bah, tu as tout qui s'améliore. Et puis après, voilà, en réflexo, nous, on travaille d'une manière sensitive. C'est-à-dire que moi, je suis contre les démarches. Enfin, je suis contre. C'est pas que je suis contre, c'est que si tu veux, je les ai vécues, c'est des approches intellectuelles. Et à partir du moment où ça passe par le mental, on se coupe en fait du champ du vivant, on se coupe de la capacité de ressentir. Euh, et donc on limite. C'est pour ça que je forme en réflexologie plantaire sensitive. Le but, c'est que ça soit dans la main, qu'on ressente quelles sont les zones qui sont à travailler et qu'on ne soit pas dans une démarche intellectuelle comme la plupart des gens.
qui vont faire une réflexo-mécaniste. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu peux nous parler vite fait de tes autres formations? Alors, mes autres formations, en fait, à la base, j'avais créé, donc, enfin, j'ai créé, c'est pas j'avais, j'ai créé sept stages qui sont sept, en fait, chemins de la connaissance. En fait, c'est toujours la même démarche pour moi, c'est de se reconnecter à cette source intérieure, cette connexion à la nature. Et alors, j'ai certains stages qui sont de l'ordre de l'expérimentation, qui sont expérimentales. Par exemple, j'en ai un qui est sur permaculture inspirée. J'ai pas eu encore l'occasion de donner comme j'aimerais le donner. C'est que j'ai fait juste des, tu vois, des petites touches sur des petites interventions, demi-journée, une journée, qui durent une semaine, où là, en fait, on s'inspire des travaux d'Hélène et Peter Caddy, qui avaient créé un écolieu qui s'appelle toujours les Jardins de Fiendorn. Et c'est l'alliance de l'approche, je dirais, permaculture, rationnelle, et de l'approche sensible. Là, quand je parle de l'approche sensible, c'est la connexion avec les plantes, l'état de conscience dans lequel on va planter, cette notion d'attitude intérieure qu'on va pouvoir retrouver aussi en réflexo. Voilà. Le but étant de développer sa connexion au divin, enfin au divin, au vivant, ou au divin, pourquoi pas, ou ce que Hélène Caddy, elle appelait, Hélène Caddy, c'est elle qui a écrit La Petite Voix, c'est la connexion au déva de la nature. Donc ça, tu vois, c'est quelque chose de très particulier. Chaque année, en fait, j'approfondis ma connaissance et sur mon terrain, j'essaie de travailler dans cette direction. Pour l'instant, je ne sais pas si je peux dire que j'ai des résultats tangibles, en fait, parce que voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe sur mon terrain. Je vois que les plantes, elles poussent plus et c'est développer une relation avec la plante. Et ça, c'est un stage que je fais une fois par an, plutôt en fin mai, mi-juin. Tu vois, c'est là où la nature, elle est aussi très belle. Et il s'adresse à qui ce stage? Ah, il s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Ouais, je suis plus sur des thérapeutes. Il s'adresse à des gens qui veulent développer leur sensibilité, qui ont une ouverture sur notre monde n'est pas que matériel, et qui sont en quête, tu vois, d'essayer de comprendre comment mieux relationner avec le monde du vivant. Euh, Encore une fois, ce stage-là, il est à l'état, tu vois, de embryonnaire, c'est-à-dire que il est le fruit de moi, mon chemin personnel, et je pense que printemps prochain, il sera complètement abouti. Voilà, cette année, j'ai fait 2 jours avec des gens, avec des locaux du coin. Et je pense que l'année prochaine, il y a vraiment quelque chose qui va prendre. Tu vois, en fait, mes stages, c'est des choses qui émergent. Donc, tout, c'est comme des plantes, en fait. Donc, il y en a, je dirais que c'est un stage, ça qui est à l'état de germination. Tu vois, la réflexo, par exemple, on est dans la maturité maintenant. Tu vois. Et puis, voilà, ça fait très longtemps que je le fais. Et puis, j'ai beaucoup d'expérience maintenant dessus. Après, j'ai un stage sur gémothérapie et sylvothérapie. Donc là, ben, en fait, ça reprend à ce que tu as pu voir en Gémeaux, mais on va plus loin, bien sûr, parce qu'on étudie les 40 bourgeons, une quarantaine de bourgeons, et on va plus loin aussi sur qu'est-ce que les arbres, le lien avec les arbres, en cherchant à connecter avec les arbres et apprendre à travailler en sylvothérapie. Et Et ça s'adresse par contre aux personnes qui sont déjà thérapeutes. en fait, j'ai tendance à privilégier d'abord les gens qui sont thérapeutes en me disant, ben, voilà, c'est quand même, tu vois, mais, enfin, j'ai des cas particuliers. Par exemple, en réflexo, j'ai une personne, une fois, qui n'était pas thérapeute qui est venue et qui était vraiment déjà bien dans cette démarche. Donc, si la personne n'est pas thérapeute, ça va être tu vois, d'abord, je vais faire un petit point avec la personne pour voir où elle en est, si ça correspond ou pas. D'accord. En Gémeaux, en fait, disons que par rapport au nombre de places que j'ai, je privilégie d'abord les gens qui sont thérapeutes, qui sont dans cette démarche. Parce que par exemple, en Gémeaux, je ne vais pas revenir tu vois, sur tout ce qui est anat physio. Donc ça s'apparente plus en fait à des masterclass pour des gens qui veulent approfondir. Parce qu'imaginons par exemple, tu vois, sur le stage de la gémosylvothérapie, quelqu'un qui est complètement néophyte. J'ai commencé à parler, voilà, cette plante, elle est anti-inflammatoire, elle fait ceci, régulateur. Et si elle se met à poser des questions qui sont des questions hyper basiques et qui sont légitimes parce elle a pas été formée, mais ça va retarder tout le groupe et moi, ça va me retarder dans la progression. Anaphysio, je le traduis, c'est anatomie, physiologie. Oui, voilà, anatomie, physiologie, fonctionnement du corps humain. Donc, tu vois, je peux pas, et puis ça prendrait plus de temps aussi. Donc, pour l'instant, ce type de stage, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà des bases, tu vois. Voilà. Ouais. Après, j'en ai un, là, par contre, qui s'ouvre au plus grand nombre, qui est le stage sur les Esséniens, où en fait, on étudie le mode de vie des Esséniens, qui est aussi une des sources des enseignements de la naturo, la philosophie de l'Antiquité. Donc là, c'est un voyage dans le temps où on fait aussi de la pratique. On essaie de pratiquer certains exercices, certains modes de vie qu'ils avaient pour essayer de comprendre
comment pensaient les antiques? Comment pensait Pythagore? Comment pensait Hippocrate? Comment pensait Galien? Comment les Esséniens, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Donc là, on est un peu dans un voyage temporel. Il y a un côté très spirituel, donc on a des repas en silence, on a des, tu vois, des marches méditatives. On peut le voir comme une retraite de reconnexion à soi, où on se sert comme support d'enseignement du passé. En fait, le fait de nous replonger dans une philosophie antique, ça nous oblige à pour défusionner d'ici et maintenant pour nous pousser à une réflexion autre. Après, ben, il y a la réflexo, bon, ben, ça, on en a parlé. Chaque année, je forme des naturopathes qui viennent de toute école, hein. Je prends toutes les écoles, voilà, chaque année. Donc, donc là, c'est vraiment très intense. Et puis après, j'avais trois thématiques que j'ai fusionnées en une, c'est-à-dire les fleurs de bac, revisitées dans une approche plus sensitive, l'olfactothérapie et le test des couleurs de Lucher. C'est trois outils qu'en fait, j'utilisais en séparé et maintenant que j'utilise en cabinet, fusionnés. Et là, j'ai développé une méthode très, très originale d'accompagnement, euh, moi que je trouve très pertinente parce que je vois que ça fonctionne bien. Et donc là, c'est sur une semaine et j'intègre ces trois outils. Et donc les participants, forcément, sont des thérapeutes qui ont déjà une patientèle. Tu vois, je suis assez, c'est pas élitiste, mais je mets des prérequis là. C'est que si il n'y a pas la patientèle derrière, déjà, s'il n'y a pas un début d'activité, ça sert à rien parce que la personne va avoir un outil. Et le fait de pouvoir l'intégrer, c'est de pratiquer tout de suite derrière. Tu vois? Ouais, Donc là, voilà. Bon, jusqu'à maintenant, j'avais fait ces stages de manière séparée. Et là, maintenant, je les réunis. Et la nouveauté, c'est que maintenant, j'ai trouvé un lieu en région parisienne, dans le 78, où je vais ok. faire mes stages de réflexo et ce stage-là pour des thérapeutes sur format de 3 jours en hébergement. Tu vois, alors là, on est en dur. Là, on n'est pas en toilette sèche, hein. Je vais le proposer aussi pour la saison froide ou pour des gens aussi. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à venir dans le Lot et Tu voyages pas avec tes toilettes sèches. ben non, j'ai essayé, mais c'est moyen, c'est moyen. Il y a quelque chose à inventer là, non? Il y a peut-être quelque chose à inventer, va savoir. Voilà, c'est à peu près, bah, je crois pas avoir oublié quelque chose. D'accord, génial, ok. Dans ton quotidien, est-ce que tu as intégré des pratiques dont les auditeurs pourraient s'inspirer pour aller dans le sens d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution? Tu me lances la dernière question. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place dans ma pratique pour réduire les gaz à effet de serre et la pollution? Bah déjà, j'ai arrêté de prendre l'avion, Ok. premier point. Deuxième point, je suis passé en mode slow life, c'est-à-dire que j'ai ralenti dans ma vie. Euh, j'ai plein de points. C'est sûr que j'ai une réflexion je pense, assez large là-dessus. Si par exemple j'ai besoin de quelque chose, je vais déjà voir si soit je peux le trouver gratuitement. Donc est-ce qu'autour de moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut me le prêter? Est-ce que je peux le trouver dans une recyclerie? Parfois à la déchetterie, quand je vais à la déchetterie, parce que forcément je vais régulièrement à la déchetterie pour déposer il y a toujours des trucs à déposer. Euh, ben, je regarde s'il n'y a pas des choses que je peux récupérer qui peuvent être utiles. J'essaie plutôt d'aller vers des secondes mains, tu vois, si je peux. En ce qui concerne mes habits, j'achète pratiquement, je n'ai pas acheté d'habits depuis un bon bout de temps, parce qu'en fait, ben, ici, on a pas mal de couturières. Donc, j'essaie, tu vois, de rapiécer, tu vois, de changer les fermetures éclairs, de remettre des trucs pour limiter, voilà. Donc, je sais que, entre guillemets, enfin, je sais pas comment on dit, une garde-robe, c'est ça qu'on dit, même pour un homme, on dit ça, euh, qui, Oui, qui, je pense, oui. qui est vieillissante et que j'entretiens, si je peux dire, d'une manière où est-ce que je rachète pas. Et par contre, je fais recoudre, etc. J'aimerais bien savoir coudre, tu vois, rapiécer un jean et tout, c'est quand même vachement pratique. Voilà. Je réduis ma vitesse sur la route, ça c'est clair. Je réduis ma vitesse pour moins consommer aussi, parce qu'à la campagne, on a vite fait des bornes et ça consomme, et c'est un budget. L'avion, je t'en ai parlé, et puis bah, nous, on produit de plus en plus une partie de notre nourriture, donc bah, tout ce qui est aussi produit sur emballage diminué. On a des magasins où on a tu sais, les produits en vrac, là, zéro déchet.
essayer de réduire au maximum. Après, c'est dur parce que malgré ça, il y a quand même des déchets, des trucs, voilà, il y en a partout. Voilà. Qu'est-ce Non, que bah, je... c'est déjà énorme. Alors, quand est-ce que tu fais pousser des plantes pour créer des vêtements après avec? Ça, c'est impossible. C'est impossible, ça. Le lin, par exemple, non, tu pourrais pas faire pousser du lin? Maintenant, il faut un champ. Ah Il ouais. faudrait des champs. Non, non, là, Bah, ça clairement, peut c'est faire partie d'un projet que tu développes. pas sur mon terrain. J'ai pas assez de place. Il faudrait. Non, non, puis là, c'est autre chose, là. C'est passé agriculteur. Euh, Ouais, à un moment donné, il faut savoir aussi dans quel cours on joue et tu vois, poser des limites. Là, sur les vêtements, c'est quasiment impossible. C'est un vrai problème parce que, par exemple, les chaussettes, aujourd'hui, c'est des chaussettes qui sont de très basse qualité et elles se trouent à une vitesse incroyable. Mais il y a un vrai problème aussi sur les chaussures, par exemple. Tu vois, les chaussures, elles s'usent. Euh, donc, pareil, je suis qu'avec des vieilles chaussures. En fait, j'accepte de. Si, si, attends, puis il y a un autre truc, les voitures. Les voitures. On n'a que des vieilles voitures qu'on entretient bien parce qu'en fait, ben, l'empreinte écologique majeure d'une voiture, c'est sa construction. Donc, c'est des vieilles voitures. Voilà, une qui est de 99, l'autre qui est de 2007, tu vois. Et la camionnette, elle doit être de combien? De 95? Voilà, donc tant que ça tient, je ne change pas, tu vois. En fait, c'est sortir de la société de consommation, quelque part, d'essayer de réduire sa consommation. Voilà. mhm, Et c'est aussi pour une question financière, mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, mon problème, c'est que quand je vois une dépense, je vois par exemple un arbre, parce que, ah oui, on n'en a pas parlé, je peux en parler, bien parce sûr, que bien sûr. donc, en fait, là, on a créé une association pour gérer le lieu qui s'appelle donc les Jardins d'Anaël. Et cette association, en fait, quand on a des stages, eh ben, elle s'occupe de l'hébergement, de la nourriture. Et le bénéfice qu'il y a sur la sauce sert, en fait, à autofinancer le lieu. Donc là, par exemple, il y a dans la combe, on a creusé une grande mare, mais il va falloir mettre, après l'équiper, la mare, tu vois, on est obligé de mettre une bâche, on n'a pas le choix. EPDM, c'est un budget de 1200 à 1400 euros à peu près. Après, j'ai des arbres à planter aussi. Donc, j'ai trouvé un pépiniériste qui fait des super arbres. Maintenant, j'aimerais planter des arbres qui sont aussi des arbres qui vont servir pour les abeilles, pour les oiseaux, tu vois, parce qu'il manque de nourriture, parce qu'il y a de la monoculture partout. J'aimerais planter du ginkgo biloba, j'aimerais planter tu vois, des essences aussi qui ne sont pas forcément des essences d'arbres qui font des fruits. Et tout ça, ça a un coût qui est quand même assez important. Alors, c'est pas non plus des dizaines de milliers d'euros, mais maintenant, là, je vais lancer une cagnotte, en fait, avec des cagnottes projet par projet. Donc, il y a une cagnotte qui va être faite pour le projet de la mare, une autre pour l'arboretum et une autre pour le jardin des plantes aromatiques. Et voilà, enfin, je vais lancer des cagnottes. Et puis aussi, d'ailleurs, ben, les gens qui vont contribuer, tu vois, je trouve un système pour les gens, ils aient, je sais pas, accès à du contenu, enfin, de voir comment est-ce que je peux remercier les gens aussi en fonction voilà, de leur contribution. Ou peut-être faire des remises, tu vois, sur des stages, parce que l'année prochaine, je voudrais faire des stages aussi grand public, de reconnexion à la nature. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place, en train d'émerger, quoi. Ok, génial. Bah, de toute façon, je mettrai en lien le site où on peut aller voir tout ça. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais aborder? Bah, je pense qu'on pourra aborder énormément de sujets. Moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui vont écouter de ce podcast, ben déjà, je vous remercie d'être toujours là parce que ça fait presque un peu plus d'une heure. Et écouter un podcast de plus d'une heure, c'est aujourd'hui une prouesse. Donc, si vous êtes toujours là à nous écouter, félicitations. Vous faites partie de la résistance. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire, ben, c'est vraiment à chacun d'entre nous de voir en fonction de d'où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, ce que je peux témoigner, c'est qu'au départ, quand j'ai mis en place cette démarche, c'était une manière de soigner mon éco-anxiété. Et aujourd'hui, c'est devenu une nourriture. Et au-delà de soigner mon éco-anxiété, ça va plus loin que de donner un sens à sa vie, en fait. C'est en fait, moi, j'ai l'intime conviction que, tu vois, l'être humain est en fait un jardinier de la Terre. Et qu'à la base, on est sur Terre peut-être pour refaire un jardin d'Éden, hein, tout simplement. Mm. Super. Donc, un message d'espoir alors, hein, pour finir. C'est ça. Euh, Est-ce que tu as un livre ou une ressource à nous recommander sur la santé, la prévention? Voilà, bah, c'est des sujets qui sont vastes, hein. Un livre, comme ça, spontanément, j'ai pas de livre. Ce marché sauce, c'est un peu vieillot. Si tu as des trucs, je dis aux gens, tu vas pas lire du marché sauce si tu connais, si c'est néophyte. C'est plutôt un film, Ouais. La Belle Verte de Colin Serrault.
Excellent, excellent. Voilà, on terminera là-dessus. La belle verre de Crunceo comme source d'inspiration d'un autre. Génial. Voilà. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour les aider à rester en bonne santé le plus longtemps possible? Ralentir. Ralentir, ralentir dans sa vie. Prendre plus de temps. Ouais. Premier conseil, ralentir. Ça va trop vite. Ok, top. Bah, merci Jean-Philippe d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant. Et bah, j'invite les auditeurs à consulter le site de ton écolieu, donc les Jardins d'Anaël. Oui. Donc je mettrai l'adresse en descriptif du podcast. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour des stages cet été? Alors cet été, au niveau du pro, j'ai encore le stage Réflexo. Et en fait, en août, parce que j'ai de la demande de gens qui sont des particuliers, qui sont pas donc des pros, qui aimeraient découvrir la naturopathie, ou des gens même qui se demandent, tiens, est-ce que j'irai me former à la naturo? Donc en août, je vais créer un nouveau stage grand public pour en fait ouvrir le lieu sur le coup à vraiment des gens, tu vois, qui sont grand public, néophytes là-dedans. Et ça va être une sorte de mini formation pratique en naturo. Et voilà, pour poser les bases, pour expérimenter. Donc, on va aborder l'alimentation vivante, on va aborder un peu, tu vois, on va aborder un peu les 10 techniques chaque après-midi, chaque journée, un atelier d'une demi-journée. Voilà, donc le stage va commencer le lundi après-midi, va terminer le vendredi fin de matinée. Et il y aura comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ateliers différents pour Ok, balayer un peu, tu vois, tous les grands systèmes de la naturo, pour y voir plus clair et pour inscrire ça aussi dans un mode de vie. c'est ça, pour prendre soin de soi. C'est ça pour soin de Ouais, ouais, et puis c'est pour se reconnecter, tu vois, pour ouais, avoir un point de vue plus concret. Voilà. génial. Ok, Voilà. bah, merci Jean-Philippe, prends soin de toi et à Merci Anthony. bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'avais encore plein de questions à poser à Jean-Philippe, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Comme ni Jean-Philippe ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin et surtout n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même et vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant sur vos réseaux ou en parlant autour de vous. Vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail@anthonyvio.fr si vous souhaitez me dire si vous avez aimé ou pas cet épisode, si vous voulez me partager vos commentaires ou me faire savoir si vous aimeriez que j'aborde certains sujets liés à la santé. N'hésitez pas également à vous abonner ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.